Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, notre belle émission littéraire où nous recevons auteurs, autrices, écrivains, écrivaines de nos belles Laurentides. Aujourd'hui, je reçois un auteur, bien sûr, mais que vous avez peut-être connu pour un autre de ses talents. Je vous présente Roger Gariepi. Bonjour, Monsieur Bonjour. Gariepi. Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Vous êtes natif de Prévost. Oui, Donc, vous êtes un heureux Laurentien oui. et vous avez fait des études en géographie, vous êtes parti à l'aventure en Europe, donc vous vous êtes ouvert les esprits au voyage et tout ça, si je comprends bien. C'est exact. Et vous avez travaillé dans l'entreprise familiale de Prévost, et c'est là que vous le connaissez probablement, chers auditeurs et auditrices, pour les canaux Nord-Ouest. Oui. Et Les Canaux Nord-Ouest, c'est une entreprise familiale que mon père a fondée en 1945 Mhm. et qui, malheureusement, vous ne le saviez peut-être pas, il y a eu un incendie à l'atelier des Canaux Nord-Ouest il y a une semaine seulement de ça. Oh non, je n'étais pas au courant. Oui, Oh, l'atelier a été complètement détruit. Et puis là, ils vont voir s'il y a lieu de reconstruire oh, quel cet atelier. malheur. Oui, parce qu'on parle, il y a des gens qui m'ont appelé qui parlaient d'un trésor national parce Absolument. que c'est une expertise qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et lors de ce feu, tout a brûlé, canaux compris ou œuvre en Ben, plan? tout l'atelier, la maison est restée là, la Oui, maison familiale où je suis d'accord. né. Les bâtisses aux alentours de la boutique, mais la Oui. boutique comme telle, avec les moules, ça a tout brûlé. Ici, ce sont les moules, donc il faut recommencer. C'est à partir de là que Ce tout se sont les moules forme. qui sont la base de la canotterie. Oh, quel dommage. Comme vous Oui, dites, c'est un patrimoine, en oui, fait, qui appartient aux Laurentides, à Prévost. oui. Et vous dites 45, donc on parle quand même 60, 80 ans plus. Oui, on aurait fêté le 78e anniversaire cette année. Ah, quel Alors, dommage. c'était Ah, 78 ans d'histoire qui sont partis en fumée. hmm. Mais peut-être que l'histoire va pouvoir se poursuivre. On l'espère dans les prochaines années encore. Ben, je vous le souhaite, Monsieur Garrier. Puis je suis vraiment désolée d'entendre ça. Et vous faites partie de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, justement. Est-ce Oui. que ça faisait partie des plans de la société de faire quelque chose ou y a-t-il quelque chose qui a été fait sur Canaux Nord-Ouest au fil Euh, des ans et du oui, temps? oui, il y a eu des reportages de fait, puis je dois écrire un article sur les canaux, justement, puisque ça sera le 50e anniversaire de la ville de Prévost cette Oui, annie, oui, de la fusion de oui, Lesage, Shawbridge et Prévost. oui. Et puis, on m'a demandé de faire un article sur les canaux. Et étant donné que, à cause de l'incendie, on m'a dit que l'article est encore plus pertinent, Ah alors oui. de ne Ah, pas le mettre de côté. je souhaite la sauvegarde de ce patrimoine. Je comprends que l'essentiel, la base, ait été brûlée, donc il faudrait probablement reconstruire tous ces moules et tout ça, mais Ouais. c'est pas désespéré, c'est pas... Non, Non. c'est faisable. Mais Oh, c'est quel du travail parce dommage. qu'un moule comme tel, c'est à peu près 6 mois d'ouvrage, mais quand vous êtes à l'intérieur avec l'outillage, mais là, il n'y a plus de boutique, puis il n'y a plus d'outillage. Et votre papa doit se Ah, retourner dans sa ouais, on a tombe. pensé à lui, hein, parce que lui, c'était C'est sa lui vie qui au l'avait complet. fondé, C'est lui qui n'est-ce avait pas? fondé ça. C'est lui qui avait fait les agrandissements et tout et tout. Mm, mm. C'était ses Et les modèles à lui. images que j'ai vues sur l'atelier, en fait, sont vraiment très belles. C'est extrêmement impressionnant. Oui, bien sûr, on parle de canaux alors qu'on devrait parler de livres, mais bois, papier, hein, et d'où on vient, puis vous allez comprendre après ça où on s'en va. Mais quand on voit le bois, en fait, moulé vraiment à la forme du Ouais. canot, c'est tout un art. Ah oui, ça prend. C'est une technique, en fait. C'est une technique. C'est une expertise qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Mm. Mon père avait appris ça dans l'Ouest canadien, Ah oui. à Edmonton. Mhm. Et puis, quand ses parents sont venus au Québec, lui était âgé de 20 ans seulement. Ils sont Il y a eu venus au, l'éclair de génie de se dire, Ben, je c'est fais parce ça, qu'il avait moi. appris ça un peu dans une entreprise d'Edmonton qui s'appelait comment ça s'appelait? Non, Alberta Boat. Attends un petit peu, je l'ai en mémoire. C'était le.
Alberta Boat and Canoe, je pense. OK, d'accord. Et puis, quand il est arrivé au Québec, c'était les années de la crise économique, au début des années 30. Des années 40, oui. Au début des années 30, 30, à son oui. retour au Québec. OK, d'accord. Alors, en 1931, il n'y avait pas d'ouvrage, nulle part. Fait que lui, il a décidé de se créer un emploi. Il dit, je vais commencer à faire des canaux. Et puis, il a commencé à faire des canaux tranquillement à Saint-Lin, parce que c'est là que mon grand-père était originaire. Et puis ensuite, il a déménagé dans les Basses-Laurentides à Prévost. Puis imaginez, quand même, avec les lieux que nous 45. habitons dans les Laurentides, avec tous les lacs que nous avons et tout ça, ça a dû quand même avoir un beau succès. Oui, bien, c'est pour ça qu'il est déménagé à Prévost. C'est parce que la 117 venait d'ouvrir, la nouvelle 117. Oui. Parce que vous étiez vraiment sur la 117 à Prévost. Oui, c'était la route 11 à l'époque. Oui. Mais vu que la nouvelle route 11 venait juste d'ouvrir, il s'était installé là pour vendre les canaux aux villégiateurs. Parce qu'à Saint-Lin, c'était... Ça passait pas beaucoup par là. Non, c'était territoire agricole, alors c'était moins populaire. Grâce à cette expérience, M. Gariepi, vous avez beaucoup côtoyé la culture autochtone. On comprend bien pourquoi. Mais pour qu'il soit avec vous, etc., il devait... comment dirais-je, ils devaient vraiment reconnaître votre technique. Eux, évidemment, les experts de canot, n'est-ce pas, les grands artisans du canot, ils ont dû être touchés par votre technique. Ils ont dû, il y avait de l'approbation, il y avait... Quelle était votre relation par rapport à ça? Notre relation avec les Autochtones a toujours été excellente. On les a toujours respectés, ils nous ont toujours respectés, c'est toujours bien entendu. Et eux, vous pouvez aller dans le Grand Nord, vous pouvez aller autour de la baie du Thon ou de la baie de James, ils ne jurent que par les canaux nord-ouest. C'est vrai. Et puis, je ne sais pas, j'imagine que ça va être un choc pour eux quand ils vont apprendre que l'atelier a passé au feu. Là. Je ne sais pas comment ils vont réagir parce que il y a déjà d'autres compagnies comme Honda qui s'étaient essayé de vendre des canaux en PVC, des modèles fretteurs. Oui. Et puis, les Indiens, on n'a pas voulu. Ah oui, mais c'est ça. Attention. Faisons une petite précision ici. Quand on parle de vos canaux, on parlait des canaux traditionnels en bois. Oui, toujours en bois. Parce que c'est vrai, là vous venez d'allumer quelque chose. C'est sûr que tous ces nouveaux canaux moulés, PVC, tout ça, bon, il y en a beaucoup super légers, etc. Il y a beaucoup, j'imagine, de techniques pour faire des canaux. Mais vous, c'était vraiment le canot traditionnel. Est-ce que vous avez échangé entre les cultures autochtones et les canaux nord-ouest? Est-ce qu'il y a eu des échanges de savoir-faire, de trucs? Comment? C'est peut-être pas de la façon dont vous en parlez. Oui. Mais mon père, quand il était enfant, il a grandi avec les Autochtones. OK. Alors, il connaît, il avait un peu la mentalité des Autochtones, dans le sens que c'est une personne qui parlait pas beaucoup, qui prenait le temps de réfléchir, qui posait des gestes simples, mais efficaces. Alors, c'est un peu ce genre de personne-là qui était. Alors, il s'entendait bien avec les Autochtones, lui. Et puis, les Autochtones, parfois, oui, ils sont venus à l'occasion. Il y en a qui venaient à l'atelier. Et puis, des fois, ils nous ont dit, ah, ça serait mieux de cette façon-là. Ça serait mieux de cette façon-là. Des fois, c'était juste, mettre un banc de plus en avant. Ou... Il y avait un partage. Il y avait un partage de connaissances on a toujours été à leur écoute puis pour leur donner ce qu'ils souhaitaient. Alors oui, à ce niveau-là, oui, il y a eu un partage de connaissances et de produit final, finalement. Quel beau début d'entrevue. Moi, ça me touche profondément. Je suis absolument désolée de cette perte-là. J'ai bon espoir que ça va se reconstruire, que ça va repartir, ça va se reconstruire parce qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour autour de cette entreprise et de désir qu'elle subsiste, et que ça se perpétue, que l'art se perpétue. Mais on va tomber dans la littérature. Mais on n'était pas loin de toute façon, parce que je vais commencer par le deuxième livre.
D'accord. La Terre de William Bates. Il y a une histoire, je l'ai lu il y a quelques années quand vous l'aviez publiée, mais je me souviens, c'était une question de terre, d'appartenance à la terre, bon, de vol de terre, en fait. Mais il y avait aussi tout un aspect, il y avait une histoire autochtone là-dedans. Il était de William Bates, allez-y donc, racontez-moi. William Bates avait... Faisons le lien entre les canaux nord-ouest et puis toute l'influence autochtone et puis votre écrit, ou vos écrits. En fait, William Bates était un fermier, mais l'hiver, pour avoir des revenus, il allait trapper. À la trappe, oui. Alors, il allait où il y avait une tribu indienne qui c'était les Mississauga qui vivaient près de Kingston à l'époque. Une des tribus Mississauga qui vivait là. Et puis, il était amoureux d'une Indienne. Et à cause de ça, quand il était parti, il y en a qui ont voulu lui prendre sa terre, d'autres ont voulu lui prendre sa femme. Puis c'était quelqu'un qui n'était pas très... il n'était pas plus catholique que le pape, comme on dit. C'était quelqu'un qui était un petit peu porté vers la bouteille. Oui. Et il a profité de ce penchant un peu mal vu. Ils l'ont exploité, ce penchant-là, pour essayer de le mettre encore plus noir. Puis pour justifier leurs actes illégaux et immoraux. Et porter des accusations contre lui. Ouais, alors, c'est une histoire qui était réelle. Moi, je me suis inspiré de... Je suis allé à la bibliothèque de Kingston et j'ai fouillé sur les microfilms à la bibliothèque de Kingston. J'ai passé une journée dans les microfilms à... comment je dirais ça? À imprimer les sections qui m'intéressaient. Puis qui concernaient certains des personnages, dont William Bates. Et puis, une fois que j'ai eu fait ça, j'ai eu toute l'histoire s'est vraiment là, allumée dans ma tête. OK, c'est ça qui est arrivé. C'est à partir de là, de cette base-là, que vous avez bâti votre histoire et non bâtir l'histoire pour aller chercher des références. Bien, au début, j'avais une idée j'avais tombé un petit peu sur l'histoire par hasard en fouillant dans les archives du Canada, puis j'avais tombé sur cette histoire-là. Et puis, j'ai dit, ouais, mais il manque des éléments. Alors, c'est là que je suis allé. Et puis, quand faire de la recherche pour... Faire la recherche. Et puis, quand je suis tombé sur tous les éléments, tous les petits morceaux se sont mis en place. Les morceaux de casse-tête qui manquaient, j'ai pu faire la casse-tête au complet. Wow, wow. Ouais. Alors, ça, c'est l'histoire de William Bates, mais justement, la ville oubliée, là, on retourne à ce moment-là en arrière. Oui. Donc, justement, l'Ouest et tout ça. Donc, racontez-nous l'histoire de la ville oubliée. Bien, la ville oubliée, c'était la conquête de l'Ouest. Ça a plus rapport avec mes parents et mes grands-parents, parce que mes grands-parents font partie du roman, en même titre que les autres personnages. Oui. C'est la ville où, dans le fond, où ils sont allés vivre quand ils se sont mariés. Alors, ils sont allés vivre dans une petite ville qui s'appelait Grouard. Ah oui. À l'origine, ça s'appelait Lesser Slave Lake, le petit lac des esclaves. Et puis... Ils ont vécu à Grouard jusqu'à temps que mon père est à peu près... Dans quelle région? C'est au nord, à peu près à 200 000 au nord d'Edmonton. C'est une petite ville francophone qui était en plein développement, qui avait tout pour réussir. Là. Il y avait des salles de billard, il y avait des banques, il y avait des hôtels, il y avait des restaurants, il y avait tout ce qu'il fallait, sauf le train. Sauf le train. Sauf le train. Important quand même. Oui, mais le train devait passer là. Mais parce que c'était une petite ville francophone, ils ont décidé qu'ils ne passaient pas là. Ils l'ont détourné. Ils l'ont détourné. Oui, parce que les gens allaient là, puis s'installaient là, sachant que le train allait passer. Oui. Et là, tout d'un coup, paf, on leur a joué un mauvais tour. Il y avait des projets de train pour aller à la baie du Son, il y avait des projets de train pour aller vers la Colombie-Britannique. À partir de là, il y avait plusieurs lignes qui étaient supposées s'installer là. Oui. Finalement, il n'y a rien eu et la ville, suite à ça, s'est effondrée complètement. Alors, c'est l'histoire... Et les gens se sont retrouvés le bec dans l'eau. Le bec dans l'eau. Alors, c'est l'histoire de cette petite ville-là, mais vue à travers les yeux des personnages. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Alors, il y a plein d'histoires de personnages dans ce livre-là qui sont... Oui, puis ce sont des histoires de la
conquête de l'Ouest, Ouais. dont on n'a pas entendu parler parce que la conquête de l'Ouest, on partait d'un endroit, on s'en allait directement là où il y avait de l'action, où il y avait de l'or, où il y avait de... mais là, c'était pas vraiment aussi loin. C'était, comme vous dites, au nord d'Edmonton. Donc, Ouais. c'était comme en chemin vers la ruée vers l'or. Et il y Ouais. avait quand même des développements qui voulaient se faire. Mais il y avait Absolument. toujours, évidemment, ça dure, c'est pas d'hier, n'est-ce pas? Le problème, justement, des communautés qu'on veut plus ou moins desservir, dépendant de ce qu'elles représentent Oui, puis au sein du Canada, ou de l'importance on qu'elles ont. on voit aussi dans le livre comment est-ce que les francophones par rapport aux anglophones étaient traités, que c'était pas la Oui, même c'est ça, approche. c'est toujours la même Au chose. niveau Donc, de l'éducation, entre autres, que les enfants n'avaient pas le droit d'étudier le français plus qu'une demi-heure par jour en classe, même s'ils étaient la majorité dans la classe. imaginez. Alors, c'est tous des trucs comme ça qui sont racontés dans le livre, mais avec beaucoup de, je dirais, de dynamisme. Oui. Et puis, les personnages sont vraiment très colorés dans ce livre. Oui, Dans La Ville oui. oubliée, les personnages sont très, très colorés. Ce sont deux beaux romans historiques, de toute Oui. façon. Ce sont des Oui. romans historiques basés sur des faits réels, Absolument. des faits véridiques, Parce que et donc on apprend l'histoire. Oui, dans La Ville oubliée, je me suis inspiré des lettres que ma grand-mère avait écrites. Ah oui. Et puis, à partir de ces lettres-là, je me suis imaginé plus facilement comment se passait la vie à l'époque, à quoi ressemblait, à partir de vieilles photos que mon grand-père avait prises, à quoi ressemblait l'endroit et tout et tout. Alors, je me suis vraiment inspiré de leur histoire à eux pour raconter La Ville oubliée. 1, 2, le troisième est en cours. Le troisième est en cours. Je suis en train de tout revoir la structure du roman parce que c'est ce qu'on m'a demandé à la maison d'édition. OK. Alors, au lieu de... C'est une commande. C'est une commande? Oui, ben, c'est une commande. Il était déjà écrit, mais il voulait l'avoir de façon différente. Un remaniement. Un OK. remaniement. Et puis, je suis là-dedans présentement. Est-ce qu'il s'agit encore d'un roman historique? De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un roman historique, mais ça se passe davantage dans la région ici. OK. Ça se passe... en fait, ça se passe à deux endroits, et en Angleterre, et dans la région des Basses-Laurentides, à Prévost, Saint-Jérôme, OK. Sainte-Sophie, OK. les Mille-Îles. OK. Alors, ça se passe dans cette zone-là. Ah, très intéressant. Dans les quelles années? Au début du 20e siècle, au début des années 1900. OK. Vu que, bon, il est déjà écrit, vous le remaniez, etc., donc ça doit être là, le projet qui est sur la planche de travail pour l'instant. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Ben, j'en ai un autre qui est écrit, mais c'est ce que je pensais. que je dois retravailler. Lui, il raconte plus l'histoire qui se passe dans le temps de la révolte des Métis La révolte des Métis. en Saskatchewan en 1885. Ah, intéressant. C'est pas vu à partir du point de vue de Louis Riel, c'est vu à travers les yeux d'une famille qui a participé à la révolte des Métis. OK. C'est intéressant comme vous allez chercher des entre-deux. Et ce que je veux dire par là, c'est que, bon, ben, c'est pas dans les grands centres nécessairement, les grandes zones connues dans l'histoire nécessairement, mais c'est que, hop, ce qui se passe ailleurs, plus petit, mais par contre, tout aussi, évidemment, significatif comme développement, comme histoire. Mais ça va chercher peut-être des plus petites communautés, des choses moins flamboyantes comme les grosses ruées ou les gros développements, mais tout à fait dans le peuple, dans les choses de tous les jours, Oui. dans le quotidien de... Oui, mais en fait, ce sont ces petites histoires-là qui forment la grande histoire. Ah, c'est S'il n'y avait bien pas dit. des petites histoires comme Oui, celle-là, oui. il n'y aurait pas de grandes histoires parce que c'est là que tout commence. C'est ce qui est souvent, ce sont des signes, c'est le reflet de la grande histoire. Les petites histoires comme celle-là qui sont souvent oubliées, dont personne ne tient compte, mais s'il n'y avait pas ça,
on ne pourrait pas comprendre l'aspect général de l'histoire au complet. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. C'est une belle notion, une belle façon de voir les choses et on a besoin de connaître. Oui. Tout ne sont pas nécessairement toujours des grands événements, des grandes dates historiques, mais il y a tout un développement, toute une évolution qui nous amène là et pas seulement, bon ben là vous parlez pas seulement du Québec, vous parlez également de nos différentes provinces canadiennes et puis en fait ce que tout le monde vit, parce que ça venait aussi bien du Québec que d'ailleurs pour aller évidemment dans ces grands mouvements de développement. Oui, j'aime ça, voyager, moi, faire découvrir ce qui se passe un petit peu aux alentours, mais des fois, ça nous concerne quand même, parce que si on prend, par exemple, l'histoire des Métis, c'était des francophones. C'était presque à 80-85%, tous des francophones qui participaient à cette révolte-là. Et puis, avec des noms, il y avait des Gadiépi, entre autres. Il y avait des, je sais pas moi, des Bouchards, il y avait des... Des noms bien de chez nous. Des noms bien de chez nous, des noms québécois, là, il y en avait plein. Ouais. Et puis... Est-ce que la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, de laquelle vous faites partie, je ne sais pas quel est votre rôle à l'intérieur de ça, je ne sais pas comment fonctionne la société, mais on fait de la recherche, on fait ressortir des grands événements, justement, de l'histoire, etc. Est-ce que tout ça vous influence? Est-ce que l'un a entraîné l'autre? Votre goût de la recherche, votre goût du voyage que vous avez vécu quand vous étiez jeune, et tout ça, est-ce que ça vous donne envie de chercher dans notre histoire? Ben, pour écrire, il faut chercher dans l'histoire, pour écrire des romans historiques. Oui, bien sûr. Concernant la Société d'histoire, Archives et Histoire Laurentide, oui. Le roman que je suis en train de retravailler présentement, c'est à partir d'une recherche que j'ai faite avec eux. OK. Grâce à eux un peu, qui m'ont fourni un article de journal que je me souvenais d'avoir lu dans l'Écho du Nord, et dans les années 90. Puis ça m'était resté en mémoire, mais on ne pouvait plus trouver ça nulle part, sauf avec eux, chez eux. Alors, donc, vous êtes allé étayer votre histoire en allant fouiller dans ce qu'eux avaient? J'ai eu la base de mon roman dans un article qui n'est pas si long que ça, là, dans le fond. Là, mais qui vous a allumé. Mais qui m'a allumé. Et puis, à partir de cet article-là, j'ai fait des recherches connexes. Et puis, j'ai pu reconstruire l'histoire du roman. C'est fascinant. Moi, j'adore les romans historiques parce que, bon, c'est ça, on se plonge vraiment dans notre histoire, que ce soit ici ou d'ailleurs, mais tout ce qui est roman historique m'intéresse beaucoup parce que c'est basé sur des faits véridiques, même si c'est bon, ça peut être romance, etc. On apprend notre histoire, on retient bien, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, mieux que de les apprendre à l'école, les dates par cœur et puis ce qui s'est passé, ça, c'était moins intéressant, disons, mais ça nous ramène les amoureux de l'histoire, en fait, d'aller dans les romans historiques, ça nous permet de nous plonger là-dedans de façon agréable et divertissante, tout en étant en apprentissage, en connaissance de notre histoire. Oui. Ben, moi, donc, vous êtes un féru d'histoire, finalement. Oui, j'aime ça, j'adore. Mais ce que j'essaie de faire en écrivant des romans historiques, c'est de faire vivre aux lecteurs des passages, tel moment de l'histoire, à travers les personnages, comme s'ils étaient là. Ouais. C'est ça mon but. C'est comme si vous regardiez tout ce qui s'est passé, mais vous êtes dans votre salon chez vous, vous êtes en train de lire, mais vous êtes là en même temps. Vous avez oublié que vous êtes dans le salon chez vous et vous êtes... on est plongé. Dans un buggy ou quoi que ce soit. Là. Oui, oui. Et ça vaut encore plus même que de regarder un film, bien que les films, ce soit très divertissant, d'accord, mais d'être justement, comme vous dites, assis dans son salon en train de lire un livre, puis d'être embarqué là-dedans, puis de se faire ses images et son histoire, ça a une richesse... c'est vibrant, n'est-ce pas? Oui, bien, un film, c'est intéressant. C'est un art aussi. Sauf que c'est plus des images, des flashs. C'est moins profond. On va moins en profondeur avec un film. Avec un livre, on peut aller plus en profondeur. On peut aller plus dans les pensées des gens, etc., des personnages. Donc, vous êtes vraiment dans les romans historiques. Si je vous posais la question, s'il y avait un autre genre à exploiter, un autre genre d'écriture, qu'est-ce que vous aimeriez? Y a-t-il un autre genre d'écriture que vous aimeriez expérimenter? Il y en a plein. À l'origine, moi, je pensais d'écrire toutes sortes de choses. Autant des romans historiques, des romans de science-fiction, des romans policiers, des romans
Mais une fois que tu as commencé à écrire, tu es étiqueté rapidement. Alors, tu as écrit un roman historique, les gens ils t'étiquettent auteur de roman historique. Alors, si tu arrives avec un roman de science-fiction, le suivant, là, ils vont dire c'est quoi lui? C'est-tu un romancier de science-fiction ou c'est quelqu'un Est-ce qui que ça écrit vous de... embête? Est-ce que ça vous restreint? Est-ce que ça Pas, vous limite? pas Dans que ça votre- me restreint, mais c'est que il y a un public qui s'attend que tu leur apportes quelque chose qu'ils ont commencé à lire. Pas nécessairement une suite, mais dans un même style de roman. À ça, il faut respecter ça aussi. Mais je dis pas que... J'aimerais ça, par contre, écrire un roman de science-fiction. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais science-fiction, c'est très large. Soyez plus spécifique un peu. Dans la Ah, science-fiction, comme... ben là, Non, donc vous avez pas- j'ai pas développé une Mais dans idée la comme science-fiction, telle. ça veut dire en fait imaginaire. Dans l'imaginaire, Oui, oui, d'accord, je dans comprends. le Oui. futur, futuriste. Dans le futur. Futuriste. Alors, hein, l'histoire et le futur. Ouais. Ah, On d'accord. pourrait même marier les deux. Ça pourrait être intéressant. Hein? Ben, je vois que vous avez bien de l'imagination, mais en tout cas, je trouve ça vraiment quelque chose d'intéressant de vouloir jouer dans le temps, d'aller Ouais, explorer c'est vrai. le temps, Oui. aussi bien le temps où vous n'étiez pas que le temps où vous ne seriez peut-être plus non plus, mais d'aller faire, de rendre ça Ouais. florissant. Qu'est-ce que vous aimez lire, vous, pour vous nourrir? Bon, à part vos recherches, vos microfilms et toutes ces choses-là. Quand vous dites, OK, moi, je vais me prendre un livre, là, je vais aller m'asseoir et lire. Vous lisez quoi? Oh, je lis un petit peu n'importe quoi. Oui, j'ai pas de. Je lis pas juste un style de lecture. Des fois, je vais lire un roman historique. Des fois, je vais lire. J'aime les romans classiques. J'aime ça, lire des. J'aimais ça de même quand j'étais ado, lire les romans des auteurs classiques comme on va dire, Victor Hugo, Victor Hugo, etc. Oui. Zola, Oui, parce nos grands. ça me permettait d'imaginer comment ça se passait, mettons, on va dire à Paris en 1850, par exemple. Oui. Alors, j'aimais ça dans ces Probablement que ça lectures. nourrit vos idées aussi, inévitablement. Hein? Peut-être, oui, c'est possible. Mais ça, c'est les romans classiques que j'aime. J'aime ça aussi, comme ça peut être des romans russes, ça peut être des romans français, ça peut être Donc, des vous êtes romans diversifié. anglais. Vous Ouais, avez une belle palette et vous êtes ouais. diversifié. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, M. Gariepi? Prochaine étape, terminer ce que vous avez commencé? Ouais. Continuer d'écrire? Est-ce qu'il y a un petit projet parallèle que vous souhaiteriez réaliser? Ou vous êtes heureux dans ce dans quoi vous baignez? Non, j'ai déjà pas mal de travail comme c'est là dans mes écrits. Oui. Il me semble quand je me lance nécessairement dans une autre sphère d'activité. Mais non, je me plais beaucoup dans l'écriture et j'y vais à mon rythme. C'est ça que j'aime. Vous êtes heureux de votre sort. Oui, je suis heureux de mon sort, mais j'y vais tranquillement. Je suis pas quelqu'un j'en ai sorti 2 romans. C'est pas comme il y en a qui vont en sortir un à chaque année. Moi, Vous prenez votre temps. Mais oui, mais il y a de la recherche là-dedans, là, M. Oui, Gariepi. c'est de l'ouvrage. Ça se fait pas tout seul, là. Mais j'aime pas ça, courir. Je trouve que c'est mieux d'y aller progressivement, puis de le sortir comme il faut, plutôt que de le sortir trop vite et de le sortir tout croche. Tout comme aller en canot sur la rivière, tranquillement, voilà. et se laisser descendre. Oui, Je vous souhaite bonne chance, M. Gariepi, non seulement dans vos écrits, mais dans cette magnifique entreprise de Canot Nord-Ouest, en espérant qu'elle ressuscite de tout son art et de toute son expertise, et oui, tel un phénix, qu'elle sorte de ses cendres. Qu'elle renaisse de ses cendres. Alors, bonne chance, au plaisir, et puis au plaisir d'une prochaine sortie de livre. D'accord. Merci beaucoup, Mme Laval. Portez-vous bien. Merci. Voilà, un autre bel auteur de nos Laurentides. À la prochaine.